Bonjour. On va attendre encore quelques minutes qu'il y ait tout le monde qui puisse se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai changé de matériel, donc j'espère que vous m'entendrez encore mieux. Ok, super. Top. Super, ok. Alors, donc aujourd'hui, on va... Bah, c'est super, tant mieux. Est-ce qu'on peut augmenter le son de ton micro? Non, mais là, je pense que ce sera compliqué de faire mieux que ça, à mon avis. Euh, Ok, donc là ce soir on va parler de la sociopathie chez le chien. On va parler aussi bien de la sociopathie interspécifique que intraspécifique. Hop. Alors, donc la sociopathie c'est aussi la notion de dominance qu'on connaît un petit peu chez le chien et donc je voulais qu'on fasse un point là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup d'amalgames qui sont encore faits et vous allez être souvent confronté, vous en tant que vétérinaire, à des propriétaires de chiens qui vont vous dire bah, mon chien il est dominant, qui savent pas forcément ce que ça veut dire et il va falloir devoir l'expliquer aux gens et savoir comment l'expliquer et savoir véritablement ce que c'est que cette notion de dominance, est-ce que ça existe pas et qu'est-ce que c'est en réalité. Alors, donc c'est véritablement des notions qui sont sujettes à débat. Il y en a plein qui vont vous dire bah non, la dominance ça n'existe pas, d'autres qui vont vous dire que ça existe, etc. Moi dans mon courant de formation en fait comportementale, pour nous la dominance existe, mais pas au sens où les gens l'entendent. Donc c'est-à-dire pas dans le sens coercitif où effectivement le chien veut dominer le monde et veut dominer la famille, pas du tout. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est que la dominance et donc la sociopathie. Donc la sociopathie, c'est véritablement une maladie du groupe social, c'est pas une maladie de l'individu, ça touche vraiment le groupe social. Donc c'est une affection dans laquelle l'organisation du groupe est altérée par des fluctuations des repères hiérarchiques. Okay, donc ça peut toucher aussi bien les groupes de humains-chiens, c'est ce qu'on va appeler la sociopathie interspécifique, et les groupes de chiens entre eux, donc c'est la sociopathie intraspécifique. Et donc on va essayer de regarder un petit peu quelles sont les conséquences pour le chien quand il est sociopathe et comment est-ce qu'on aborde le sujet avec les propriétaires. Alors tout d'abord, les origines de la physiopathologie. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le chien est un animal social, d'accord, qui vit dans des groupes structurés avec normalement une organisation hiérarchique. Donc le début de la hiérarchie apparaît en fait au moment quand le chien est chiot, tout petit, déjà la maman leur explique que il ne faut pas arriver sur la gamelle avant elle, etc. Donc elle commence à leur apprendre un petit peu les règles de vie. L'insertion hiérarchique après chez le chien se développe normalement à la puberté. Euh, donc, il faut vraiment se dire que la structure hiérarchique qu'il y a dans les groupes de chiens, elle est à peu près semblable au groupe d'humains et de chiens. En effet, le chien, il communique principalement comme un chien, et nous, on doit apprendre à communiquer aussi de la même façon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand on a un groupe hiérarchisé, on a des individus en fait qui montrent une plus grande habileté dans la gestion des conflits ou dans la défense du territoire face à certains tiers. Et donc ces individus vont prendre en charge ces responsabilités-là, qui sont très lourdes et très anxiogènes, si le groupe l'accepte bien sûr. Et donc le groupe va s'organiser vraiment autour d'un certain nombre de règles et on va avoir les leaders, les chefs, les dominants, ce que vous voulez, qui vont assumer la gestion du groupe et qui vont bénéficier en fait de la diligence des autres membres du groupe. Et donc le fait qu'il y ait une hiérarchie, la reconnaissance de cette hiérarchie et l'acceptation de cette hiérarchie, ça permet d'éviter les conflits lors de situations de compétition. Normalement, quand il y a une hiérarchie qui est claire, il n'y a pas de conflit dans un groupe. Donc ça va se traduire notamment lors des situations d'accès aux ressources, etc. Par exemple par rapport à l'alimentation qui est une ressource très importante pour le chien. Euh, on va avoir principalement les dominants qui vont y avoir accès en premier. Encore une fois, dans les groupes de chiens, vous pouvez avoir des chiens qui vont être dominants par rapport à certaines ressources et pas du tout par rapport à d'autres. Mais de manière générale, vous allez avoir certains individus qui vont se révéler comme chefs du groupe. Et ça, on le voit vraiment dans des groupes stables. Je reviendrai là-dessus après par rapport à certains chiens que j'ai pu, par rapport à certaines personnes qui élèvent des chiens justement et qui ont pu remarquer dans leur groupe qu'il y avait véritablement des chiens qui étaient plus ou moins dominants. Donc,
il faut se dire que cette structure hiérarchique, elle existe également dans un groupe chien-humain. Okay, comme ça peut exister dans un groupe tout simplement d'humains où effectivement le statut des parents n'est pas le même que le statut des enfants. C'est pas pour autant qu'il y a une notion coercitive ou de vouloir dominer ou ce genre de choses. C'est juste qu'il doit y avoir des règles et un cadre qui doit être clair et précis pour pouvoir apaiser le groupe. Okay, donc quand la hiérarchie elle est claire, elle est invisible en fait. Quand tout se passe bien et que les règles sont respectées, vous voyez rien de particulier, le groupe est très stable, donc il n'y a pas de conflit. Alors, la sociopathie, quand est-ce que ça va apparaître? Ça va apparaître en général au moment de la puberté ou lorsqu'il y a une modification du groupe social. Donc par exemple, des personnes qui s'en vont au sein du groupe ou un chien qui est parti ou l'introduction d'un nouveau chien, etc. Donc en fait, un chien qui est sociopathe ou dominant, entre guillemets, c'est un chien qui a des prérogatives, donc ça je vais vous expliquer après, et qui en même temps est confronté à un propriétaire qui essaye de maintenir un certain contrôle, alors qu'il lui laisse l'accès aux ressources de manière privilégiée. Donc c'est une véritable ambiguïté pour le chien, et du coup ça engendre en général des conflits et du stress chez le chien qui ne sait plus trop où est sa place tout simplement. Alors les prérogatives, en fait, il faut se dire que c'est l'accès privilégié aux ressources. D'accord? Donc les prérogatives chez le chien, ça va être l'alimentation. Donc par exemple, c'est un chien qui a accès à l'alimentation quand il veut, donc une distribution à volonté, qui va prendre son repas juste avant les propriétaires, qui va être incité par ses propriétaires au moment du repas. Donc vous avez plein de chiens qui refusent de s'alimenter, qui chipotent, etc. Et en fait les propriétaires mettent en place tout un rituel autour. Ils vont inciter le chien à manger, ils vont lui donner l'alimentation à la main, ce genre de choses. Vous allez avoir aussi des chiens qui vont prendre leurs croquettes dans la gamelle et puis qui vont amener les croquettes devant le propriétaire et qui vont manger devant lui. Et on a également tout ce qui est don de nourriture à table qui est là véritablement une prérogative pour le chien puisque l'alimentation est une ressource forte pour lui. Ensuite, vous allez avoir la gestion de l'espace, donc le contrôle de l'espace, qui est également une prérogative pour le chien. Donc en fait, c'est des chiens qui vont contrôler les déplacements des propriétaires, donc qui vont par exemple empêcher les sorties de l'appartement, donc ils vont se mettre devant. Il n'y a pas forcément d'agressivité, attention, hein, mais en tout cas qui sont dans le contrôle et qui sont toujours là à se mettre un peu dans les pattes du propriétaire, qui vont empêcher l'accès à certaines pièces. Ça arrive fréquemment qu'on ait par exemple un propriétaire qui soit déjà dans la chambre, lorsque l'autre veut aller dans la chambre, le chien s'interpose, se met devant la chambre et peut grogner. Il peut y avoir un grognement très sourd. Ça va être des chiens qui vont contrôler les promenades, c'est-à-dire qu'ils décident où ils veulent aller et le propriétaire n'a plus qu'à suivre. C'est des chiens qui supportent pas qu'on les déplace, donc souvent ils vont être sur le canapé par exemple, on va leur demander de descendre et ils vont pas vouloir, ils vont grogner, ce genre de choses qu'on n'aime pas, qui n'aiment pas, et c'est souvent des chiens qui sont en plein milieu du passage, donc il faut souvent enjamber pour continuer notre route, quoi. Alors, les critères que je vous donne, ils sont pas forcément tous réunis, hein, attention, hein. Ça c'est des symptômes que vous pouvez retrouver chez des chiens qui sont sociopathes. Alors après, il y a un contrôle au niveau des interactions avec le propriétaire. Donc ça va être des chiens qui vont être plutôt dans l'initiative, c'est-à-dire qu'ils vont venir demander du jeu, qui peuvent s'approprier certains objets et qui vont être à l'initiative des contacts. Donc ils vont aller demander de l'attention et l'obtenir systématiquement. Il peut aussi y avoir des chiens qui vont stopper les interactions, donc c'est-à-dire qui vont véritablement se grogner sur le propriétaire quand celui-ci est en train de le caresser pour lui dire au bout d'un moment stop, j'en ai marre. Et ça va être aussi des chiens qui peuvent gérer les interactions entre les propriétaires, donc ils vont venir se mettre entre les adultes, par exemple deux personnes qui sont sur le canapé en train de regarder la télé, en train de se faire un câlin, le chien intervient à ce moment-là. Souvent c'est des chiens quand ils entendent les propriétaires qui se font un bisou, ce genre de choses, hop, ils interviennent, ils se mettent entre eux. Encore une fois, pas forcément d'agressivité. Et souvent, ce que vous pouvez retrouver aussi, c'est par exemple entre les adultes et les enfants, vous avez le parent qui gronde l'enfant et le chien va venir se mettre à côté du parent pour gronder l'enfant et se met en alliance véritablement avec le parent. Donc tout ça, c'est de la gestion des interactions entre les propriétaires et qui peut arriver parfois avec les enfants. Donc on a vu, les prérogatives, c'est l'alimentation, l'espace, les contacts et en dernier, la sexualité. La sexualité, vous allez le voir en fait tout simplement par des chevauchements sans qu'il n'y ait d'éjaculation. D'accord? Donc ça peut être des chevauchements d'objets ou des chevauchements de personnes. Ok?
Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer la sociopathie? Donc souvent les motifs de consultation, ça peut être de la malpropreté, notamment en l'absence, des destructions en l'absence, des vocalises en l'absence, qui vont être plutôt des aboiements plutôt que des pleurs. C'est là qu'on fera la différence avec d'autres pathologies, des aboiements intempestifs ou encore des agressions qu'on peut retrouver. Alors, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer un chien sociopathe? Un chien est vraiment considéré comme un chien sociopathe lorsqu'il a accès, enfin lorsqu'il a au moins une prérogative, d'accord? Donc il peut être l'alimentation, les contacts, l'espace, ça peut être une ou plusieurs, hein, mais il faut qu'il en ait au moins une, et deux critères parmi la liste suivante. Donc ça veut dire qu'en plus de prérogatives, il faut qu'il ait soit par exemple la triade des agressions. Donc la triade des agressions, ça va être des agressions hiérarchiques, par irritation et territoriale. Donc ça, je vous avais expliqué un petit peu ce que c'était lors de la première conférence. Les agressions hiérarchiques, ça va être plutôt en défense de ressources. Par exemple, le chien qui est sur le canapé, on lui demande de descendre, il grogne. Ou le chien qui est sur sa maîtresse, qui a un statut hiérarchique mal défini au sein du groupe, et qui, lorsque elle veut le descendre de ses genoux, ou lorsque quelqu'un veut s'approcher, va avoir tendance à grogner, donc en protection de sa maîtresse. Les agressions par irritation, c'est dans les contextes de frustration, de contrainte, de douleur. Donc un chien sur lequel vous avez, je sais pas, vous devez lui couper les ongles, il va grogner, il va pas se laisser faire. Et les agressions territoriales, donc ça c'est vraiment en limite du territoire, avec des chiens qui vont véritablement protéger le territoire et aboyer par exemple quand ils sont dans le jardin et qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Vous allez retrouver éventuellement de la malpropreté hiérarchique. Alors la différence entre la malpropreté d'anxiété, la malpropreté hiérarchique, c'est que ça va être de la malpropreté qui va être bien mise en évidence. Donc souvent c'est des chiens qui vont lever la patte ou qui vont faire sur le canapé, en hauteur ou en plein milieu de la pièce, mais en tout cas c'est absolument pas caché. La destruction des issues, principalement, vous avez des destructions mais qui sont vraiment centrées sur les issues. Donc des portes qui sont griffées, arrachées, etc. Vous pouvez retrouver des chevauchements hiérarchiques, donc des chevauchements sur les propriétaires ou sur les personnes qui arrivent, souvent du même sexe que le chien. Vous pouvez retrouver une augmentation de la prise alimentaire en présence des propriétaires, qu'il y ait incitation ou pas, mais en tout cas quand ils sont présents, le chien mange plus, davantage. Tout ce qui va être pseudogestation et agression maternelle, et également le contrôle des enfants, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, un chien qui vient se mettre en renfort du propriétaire pour gronder l'enfant. Ou un chien qui bloque le passage à un enfant, etc. Alors tout ce que je vous dis là, ça semble être un peu terrible. C'est des chiens qui sont affreux, etc. Attention, ces chiens-là deviennent sociopathes et donc dominants, leaders, ce que vous voulez, uniquement parce qu'on leur en laisse la possibilité. Un chien ne devient pas sociopathe parce qu'il en a envie. Le chien ne veut pas dominer le groupe social, surtout que c'est une grosse responsabilité. Au contraire, s'il peut être peinard à pas gérer grand chose, c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais le problème, c'est que le chien, il a besoin de savoir où est sa place dans un groupe. C'est comme nous, hein, quand on vit en communauté, quand on vit dans un groupe familial, on a besoin de savoir où est sa place. Les parents vont pas demander à des enfants de 2-3 ans de choisir le menu. Parce que le premier jour, ils vont être très contents de dire ah bah on mange pizza frites ce midi. Le lendemain, ils vont redire la même chose. Puis le surlendemain, ça va être très compliqué pour eux de donner encore une possibilité. C'est trop pour eux de gérer ça. Donc il faut partir du même principe pour le chien. Plus on va lui demander de gérer des choses, plus ça va être anxiogène. Et donc il n'en a pas spécialement envie. Et vous avez certains chiens, ils ont beau avoir toutes les prérogatives du monde, ils vont absolument pas devenir sociopathes. Parce que c'est pas du tout dans leur caractère, et ils en ont pas envie. Voilà, vous avez des chiens qui mangent à table, qui dorment avec le propriétaire, qui sont tout le temps dans le passage, mais vous n'avez pas d'anxiété derrière. Et en fait, la communication est quand même bonne entre les propriétaires et le chien, puisque le chien a les prérogatives, il gère et ça dérange pas les propriétaires. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres, voilà, ils ont les prérogatives et ils veulent absolument pas gérer, donc voilà. Mais il faut vraiment vous dire que le chien devient dominant au sein du groupe famille-meute, ou sociopathe, ou leader, ou chef, ce que vous voulez. En tout cas, il n'a pas sa place de chien, uniquement parce que le propriétaire a une mauvaise communication avec lui laisse gérer trop de choses, et d'un autre côté, il est tout le temps en train de le challenger. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le chien a des prérogatives, il gère pas mal de choses, mais d'un autre côté, le propriétaire essaye de garder le contrôle, et donc pour le chien, c'est complètement anarchique, et il se retrouve un peu perdu en fait.
Alors, au niveau de la sociopathie, on a deux stades. On a le stade 1 qui est caractérisé par des agressions qui sont avec une séquence conservée, donc phase appétitive, phase consommatoire et phase d'apaisement. Donc toujours une menace avec éventuellement une morsure et puis un apaisement derrière. Et le stade 2 qui est caractérisé par des agressions qui deviennent instrumentalisées. Donc on a disparition des phases de menace et véritablement une instrumentalisation des agressions. Je reviens sur cette diapo et j'insiste bien, la sociopathie, ce n'est pas le chien qui veut dominer le monde, d'accord? Ce n'est pas le chien qui est nécessairement agressif non plus. C'est pas parce qu'on a un chien dominant, sociopathe, qu'il est forcément agressif. Encore une fois, comme je vous ai montré dans la diapo tout à l'heure, la triade des agressions, ça fait partie des critères en faveur d'un sociopathe, mais c'est pas le critère obligatoire, hein. C'est pas nécessaire et suffisant. Donc attention à ça. Et c'est pas parce que vous allez dire au propriétaire que son chien il est sociopathe et donc dominant, c'est-à-dire qu'il a un statut mal défini, qu'il faut tomber dans le coercitif. Surtout pas. D'accord? Si vous voulez avoir une bonne communication avec votre chien, il ne faut pas tomber dans le coercitif parce que sinon vous n'aurez aucun respect ni de votre côté ni de son côté à lui. Donc on n'a pas besoin de taper sur le chien et de passer de ce côté-là, surtout pas parce que l'apprentissage est pas bon et au niveau psychologique, c'est ce que je vous disais l'autre jour, les dégâts sont phénoménaux. Donc vraiment, il faut partir du principe que le chien sociopathe ou dominant au sein de la famille meute est un chien auquel on a laissé la possibilité de gérer plein de choses. On lui demande en fait de gérer des choses en le laissant gérer les ressources. Et donc du coup, lui, comme on lui demande de le faire, il va le faire. Parce qu'il se dit, bon mon propriétaire ne peut pas le faire, donc je gère à sa place. Et donc c'est du fait d'une mauvaise communication finalement entre le chien et le propriétaire qu'on a ce statut de sociopathe. Et donc cette affection. Au niveau du diagnostic différentiel, donc effectivement, il faut bien distinguer la sociopathie de l'autonomopathie. Donc autonomopathie, c'est tout ce qui est hyperattachement. Ce que vous retrouvez dans l'autonomopathie, ça va être les vocalises, les destructions, l'absence et la malpropreté. Mais là, vous allez être sur des vocalises qui vont être plutôt des pleurs dans les hyperattachements. Vraiment un chien qui est anxieux, qui est stressé que son propriétaire soit pas là. Alors que dans la sociopathie, c'est plutôt des aboiements, hein. Il n'est pas content que son propriétaire soit parti et qu'il ne l'ait pas pris avec lui. Vous allez avoir des destructions mais qui vont être plutôt éparses et vous allez avoir de la malpropreté qui est souvent des diarrhées et puis c'est souvent caché, c'est souvent entraîné, etc. La différence avec la dissocialisation primaire, donc le chien dissocialisé, c'est le chien qui n'a aucune communication correcte ni avec les congénères ni avec l'être humain. Donc il présente jamais de posture d'apaisement en fait, hein, jamais de posture de soumission ou quoi que ce soit. Et il manifeste des comportements d'agression dès que son propriétaire veut le contrôler, mais ça c'est dès qu'il est chiot, d'accord, veut le contrôler entre guillemets, hein, veut gérer en tout cas, veut lui mettre un cadre clair. Il faut distinguer aussi du HSHA qui peut aussi détruire, vocaliser, etc. en l'absence ou en présence, puisque c'est des chiens qui sont hyperactifs. Il faut le distinguer des dysthymiques. Donc les dysthymiques, c'est en gros des chiens qui vivent un peu dans un autre monde et qui vont, c'est assez rare, hein, qui vont présenter des variations spontanées et brutales de l'humeur. Donc ça va être comme des crises où on va avoir différents symptômes. On peut avoir des phases de fixité, de la boulimie, de l'agression par irritation, de la garde d'objets. Mais en gros, le chien va réagir de manière exagérée par rapport à ce qui se passe réellement. Et on peut aussi avoir des comorbidités entre la sociopathie et le syndrome de privation ou le HSHA ou la sociopathie intraspécifique. Ça c'est assez fréquent et je vous en parlerai après de la sociopathie intraspécifique qui est souvent corrélée à une sociopathie interspécifique. Alors l'évolution, souvent quand on a un chien qui est sociopathe, on a une évolution vers une anxiété. Pourquoi? Parce que le cadre il est flou, donc déjà ça aide pas du tout le chien à se sentir bien dans ses pattes puisqu'il ne sait pas trop où se situer au sein du groupe social et que la communication avec les propriétaires est très ambiguë. Donc finalement le chien il est un petit peu perdu. Il faut se dire vraiment que un cadre structurant, ça permet de favoriser le bien-être pour un animal et pour le chien notamment. Et encore une fois, et vous verrez quand vous aurez besoin de l'expliquer à vos propriétaires, moi j'utilise beaucoup le parallèle avec les enfants. On ne va pas parler d'un enfant dominant puisque ce terme me fait un peu peur effectivement, mais finalement quand un enfant n'a pas de cadre et qui décide de tout à la maison, c'est un enfant roi. Là c'est exactement pareil, d'où la première photo sur ma première page. En fait le chien devient un chien roi entre guillemets, on lui laisse la possibilité de tout gérer, il prend
cette possibilité-là simplement pour apaiser le cadre en fait. Parce que comme le cadre est flou, qui ne sait pas trop où est sa place, bon bah il décide de gérer les choses puisqu'on lui en laisse la possibilité pour pouvoir apaiser le groupe. Mais souvent, le fait qu'il y ait la gestion de toutes ces ressources, bah, c'est très anxiogène pour le chien. Et là, encore une fois, vous pouvez faire le parallèle quand vous avez des gens qui vous disent oui, mais je comprends pas, moi je le trouve pas anxieux, pourquoi il serait anxieux s'il gère les choses, etc. Bah, vous pouvez faire le parallèle entre un chef d'entreprise et ses salariés. Le chef d'entreprise, il a son travail, il doit gérer les salariés en plus. Il a la gestion de toute son entreprise et ça, c'est très anxiogène. Il a beaucoup de responsabilités. Le salarié, bon, tempérament dépendant, hein, bien sûr, il a son travail à gérer et c'est tout. Et bien sûr qu'il se doit de faire tourner la boîte, mais c'est pas de sa responsabilité si la boîte ne fonctionne pas bien et ça va être plutôt le patron qui va se sentir très très mal si effectivement la boîte ne tourne pas comme il faut. Donc vous pouvez faire le parallèle comme ça pour expliquer aux gens un petit peu pourquoi cette notion de sociopathie est anxiogène pour le chien. Ces signes d'anxiété, ça va imposer souvent une médicalisation. Et donc ça peut être des signes organiques qui sont souvent à dominante digestive. Donc ça va être des selles molles souvent. Vous allez avoir des propriétaires qui vont vous rapporter que le chien a des selles qui varient très souvent, avec souvent des selles molles. Vous pouvez avoir de l'hypervigilance très fréquemment, un chien qui est tout le temps sur le qui-vive. Une multiplication des agressions par irritation et par peur. Et une apparition d'activités substitutives. Donc c'est-à-dire quand le chien est anxieux, c'est comme vous, quand vous êtes stressé, vous vous rongez les ongles, le chien peut faire la même chose. Il va se ronger les ongles, il peut faire du léchage, ce genre de choses. Le pronostic, il va dépendre du stade de la sociopathie. Effectivement, si on est sur un stade 2, donc un stade instrumentalisé, ce sera beaucoup moins favorable puisque le chien ne menace plus, il attaque directement. Donc il va falloir évaluer la dangerosité de l'animal selon le contexte. Est-ce qu'il y a des enfants dans l'environnement et si le chien a déjà instrumentalisé les agressions et qu'il y a des enfants, il y a beaucoup plus de risques. Et il faut voir aussi en fonction des représentations et des croyances des propriétaires. C'est là qu'il faut faire très attention et qu'il faut faire attention à savoir si vous utilisez le mot dominant ou pas. Moi, c'est un mot que j'aime pas trop employer parce que souvent les gens, quand on parle de dominance, ils se disent ok, mon chien est dominant, du coup il faut que je le domine, il faut que je le retourne et que je lui tape dessus. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Encore une fois, vous pouvez reprendre l'exemple avec les enfants. Les enfants ont besoin d'un cadre, comme les chiens, et on les domine pas, d'accord? Mais en attendant, ils ont des règles et ils n'assument pas toutes les responsabilités des parents. Puisqu'ils n'en sont pas capables, c'est beaucoup trop anxiogène pour eux et que ce n'est pas leur rôle. Le chien, c'est exactement la même chose, il n'a pas besoin de tout gérer. Il a déjà un rôle bien assez important qui est celui d'être éponge à émotion, véritablement, il ressent tout ce qu'on ressent, et d'être gardien, c'est-à-dire en première ligne dès qu'il y a un danger qui arrive sur le territoire. Donc il faut faire attention par rapport aux représentations et aux croyances des propriétaires, puisque ça peut avoir une forte valeur pronostique. Et il faut voir en fonction de la structure du groupe familial également. Alors au niveau de la prise en charge, donc souvent il y a une thérapie pharmacologique qui va être mise en place, donc une médicalisation, afin de sécuriser la prise en charge comportementale, puisqu'en effet on sait que la thérapie comportementale va amener des changements au sein du groupe social et potentiellement une augmentation du risque de conflit. Donc il vaut mieux médicaliser pour aider les propriétaires à mettre en place cette thérapie comportementale et à éviter les conflits. Donc au stade 1, qui est un stade réactionnel finalement où les agressions sont conservées, la structure est conservée, parfois c'est facultatif. En fait on va s'adapter véritablement en fonction de l'état clinique de l'animal, savoir s'il a besoin d'être médicalisé ou pas. Donc ça permet de réduire, cette médicalisation va permettre de réduire l'impulsivité et l'irritabilité et va permettre de prendre en charge l'anxiété si elle est présente. Donc la molécule que l'on va choisir va véritablement dépendre des signes cliniques et ça je vous en parlerai dans une prochaine conf effectivement quand on va parler du choix de la médicalisation. Vous ne pouvez pas associer un traitement à une pathologie. C'est véritablement, surtout pour la sociopathie, c'est très clair, vous allez utiliser plus ou moins différentes molécules. Par exemple la fluoxétine si vous avez un chien qui est très impulsif, très irritable, très réactif. La clomipramine si vous voulez plus agir sur l'hypervigilance, etc. Un chien qui est très anxieux, du léchage, tout ça. La sélégiline qui peut agir aussi, ou l'acétate de cyprotérone, etc. Donc on va véritablement adapter la molécule en fonction des signes cliniques de l'animal. Attention par contre à ne pas utiliser de molécules désinhibitrices, type myensérine, benzodiazépine, etc. Puisque là vous risquez d'avoir un chien justement qui avait des agressions qui étaient avec une séquence conservée, qui là va passer sur une phase instrumentalisée. Alors, la thérapie comportementale, donc la première chose à mettre en place, c'est un recadrage. Recadrage, c'est surtout pour les propriétaires, hein, c'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre ce qu'il en est, et donc
il faut vraiment que vous lisiez là ce que j'ai écrit. Il va falloir travailler sur la communication entre le propriétaire et son animal. Donc il faut faire passer les propriétaires qui sont victimes d'un chien destructeur, qui se venge, qui est méchant, qui est dominant, qui est terrible pour eux, à des propriétaires qui doivent aider leur chien, qui agit en fait en voulant bien faire. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le chien qui devient dominant ne l'est pas parce qu'il en a envie. C'est parce qu'on ne communique pas bien avec lui et qu'on lui laisse l'accès à la gestion de certaines ressources, à la gestion de trop de choses pour lui, qu'il va prendre ce statut, mais de base, il ne va pas tenter de le prendre de lui-même. D'accord? C'est vraiment parce que la communication sera mauvaise que lui, en fait, il va vouloir bien faire, essayer de prendre ce statut qu'on lui confère pour essayer d'apaiser le groupe social. Encore une fois, quand il y a une hiérarchie qui est claire, un cadre qui est clair, il n'y a pas de conflit. Donc le but, c'est vraiment d'apaiser le groupe quand il devient sociopathe, quand il se met à gérer, c'est pour essayer d'apaiser le groupe puisqu'on lui demande de le faire. Donc véritablement, voilà, on veut les faire passer à des propriétaires qui doivent aider un chien qui agit en voulant bien faire, mais qui ne parvient pas à trouver sa place dans le groupe et qui est victime, en fait, finalement, le chien devient victime d'une situation totalement incohérente pour lui. Donc ça, il faut vraiment vous le mettre dans la tête. Le chien dominant, c'est pas le chien qui veut dominer le monde. On n'est pas dans la planète des singes, on n'est pas dans la planète des chiens, d'accord? C'est véritablement un trouble de la communication entre le propriétaire et son animal. Alors la thérapie comportementale, ça va consister en une restructuration sociale dirigée, une RSD. Donc ça, vous avez dû certainement en entendre parler, notamment si vous êtes déjà passé en médecine préventive, ce genre de choses. Donc le but de la RSD, en fait, ça va être de retirer les responsabilités du chien. Donc c'est véritablement de le mettre en vacances. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis cette petite photo. Il faut vraiment dire au propriétaire, bah là c'est bon, vous lui laissez partir en vacances, lui laissez, vous lui faites découvrir le lâcher prise en fait. Il faut qu'il arrête de tout gérer parce que véritablement c'est un stress de surveiller tout le temps le groupe et de gérer autant de choses. Donc là il va falloir retirer les responsabilités du chien, travailler la communication et donc pour ça il va falloir choisir les tâches qui sont les plus significatives et qui sont acceptables pour le propriétaire. D'accord? Donc bien faire comprendre aux gens que la gestion et la surveillance du groupe, le fait que le chien se sente obligé d'intervenir dans les conflits ou de surveiller les invités qui viennent à la maison, ça c'est vraiment anxiogène pour lui, donc on va lui retirer cette tâche-là. Et c'est véridique, hein, c'est véritablement anxiogène. Donc il faut que les propriétaires montrent au chien que c'est bon, il n'a plus besoin de gérer ça et que c'est eux qui vont gérer. Alors pour la thérapie comportementale, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Donc on va reparler des prérogatives justement et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc il va falloir travailler sur la gestion de l'alimentation. Par exemple, hein, pas obligatoirement, tout ce dont je vais vous parler, ça va s'adapter à chaque chien. Mais ça, c'est les choses que vous pouvez mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut respecter la tranquillité de l'animal. Ça, c'est indispensable. Quand il est au cours de son repas, on ne va pas le déranger. C'est ce que je vous disais dans la conf précédente, ou celle d'avant, je ne sais plus. Dans tous les cas, quand il mange, on le laisse tranquille et on ne va pas mettre les mains dans sa gamelle. D'accord? Il faut vraiment respecter sa tranquillité. Le but, ça va être de contenir géographiquement et temporellement la distribution. C'est-à-dire qu'on va proposer des repas dans une autre pièce que la pièce principale, si c'est possible, où on va le laisser tranquille. Donc en général, moi je conseille aux gens de les mettre dans la cuisine. S'ils ont une porte qui ferme, ils lui laissent la gamelle pendant 15 minutes, ils ferment la porte et ils le laissent manger tranquillement et personne n'intervient. D'accord? Idéalement, vous pouvez lui demander un assis avant, d'attendre un petit peu, comme ça vous travaillez les autocontrôles en même temps, et vous l'autorisez à manger, puis vous quittez la pièce et vous le laissez manger seul. D'accord? Ça, c'est très important. La deuxième chose à gérer, c'est par rapport au repas des propriétaires. Ce que je propose souvent, c'est de mettre en place le jeu de la ligne rouge. Donc, c'est-à-dire que vous proposez au propriétaire de mettre en place un scotch basique là, de couleur rouge. Alors idéalement, si vous proposez un scotch de couleur rouge, ça permet aux gens de résister un peu et de mettre en place un scotch d'une autre couleur. Vous allez voir que à chaque fois que vous allez proposer une thérapie comportementale aux propriétaires, ils vont toujours émettre des résistances, ça c'est humain, hein, on est tous comme ça, quand on vous propose quelque chose, vous allez souvent dire oui, mais est-ce que je peux pas faire ça plutôt comme ça? Donc moi j'impose vraiment un scotch rouge, comme ça les gens pourront me dire bah j'ai pris du scotch mais il est bleu. Voilà,
très bien, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait que vous ayez mis en place la thérapie comportementale. Ça, tout ça, c'est des techniques de communication, donc il faut travailler là-dessus. Donc effectivement, la ligne rouge, en fait, le principe, c'est de mettre du scotch, de faire une ligne tout autour de la table des propriétaires, à peu près 1,50 m de la table. Et cette ligne, il n'a pas le droit de la franchir, le chien n'a pas le droit de la franchir pendant le repas. Uniquement les propriétaires peuvent la franchir s'ils veulent, mais le chien n'a pas le droit de la franchir. S'il la franchit, il est renvoyé à sa place. Donc plus vous allez proposer des mesures thérapeutiques sous forme de jeu, plus ce sera facilement accepté pour le propriétaire. Donc c'est pour ça que vous pouvez appeler ça comme ça, jeu de la ligne rouge, ce que vous voulez un petit peu. Par rapport au repas des propriétaires, pareil, si vous voulez donner des choses à table, si les propriétaires ont l'habitude de donner des choses à table, dans ces cas-là, vous leur dites de garder ces petites choses-là, de mettre dans un petit bol et de donner après le repas. Ou au moment du repas du chien, de lui mettre dans sa gamelle, etc. Mais surtout pas pendant le repas, puisque pour le chien, ça a une signification beaucoup trop importante. Si on veut travailler sur la gestion de l'espace, donc encore une fois, il faut définir la place du lieu de couchage. Idéalement, il faut mettre son lieu de couchage pas dans un endroit stratégique pour le chien. C'est-à-dire que si vous placez le chien en plein milieu de la pièce, vous lui demandez en fait de tout surveiller. C'est comme si vous travaillez dans un bureau, un open space, vous vous retrouvez au milieu de tout plein de bureaux et vous avez plein de gens qui circulent autour tout le temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous sentir obligé de regarder tout le temps ce qui se passe. Donc en fait, si vous mettez le chien en plein milieu de l'espace, lui il se sent obligé de regarder et de surveiller tout ce qui se passe. Il a l'impression qu'on lui demande de le faire tout simplement, et c'est la communication que vous envoyez en faisant ça. Donc bien préciser aux gens qu'il ne faut pas le mettre dans un lieu de concierge, donc pas en plein milieu de l'espace, pas en plein milieu d'un couloir, pas devant la porte d'entrée, ce genre de choses, plutôt dans un coin tranquille. Au moins il arrivera plus facilement à se reposer, il sera beaucoup moins vigilant. Et surtout, on ne le dérange pas dans son lieu de couchage. Comme la gamelle, c'est pareil, ça peut être un motif d'agression et le chien aurait le droit d'agresser si vous allez le déranger dans son panier. Donc une fois qu'il est dans son panier, dans son lieu de couchage, c'est son lieu à lui, on ne le dérange pas. Au niveau de la circulation du chien, il faut idéalement avoir des pièces qui sont interdites à l'animal pour qu'il comprenne que tout n'est pas autorisé. Donc, par exemple, vous interdisez la salle de bain, les toilettes, la chambre, ce que vous voulez. Il y a des chiens qui dorment sur le lit. Moi, je ne les empêche pas forcément de dormir sur le lit. Si c'est pas la chose qui est la plus importante pour le chien, qu'il n'y a pas de grognement autour de la chambre ou quoi que ce soit, moi, il y a certains sociopathes, je les laisse dormir sur le lit, surtout si c'est très important pour le propriétaire. Ça sert à rien de lutter non plus complètement contre le propriétaire, parce que le but, c'est d'avoir une bonne alliance avec lui pour qu'il mette en place la thérapie comportementale et que ça puisse évoluer. Vous pouvez mettre en place le jeu des 3 minutes, donc pour notamment les chiens qui ont tendance à suivre les propriétaires. Donc l'idéal, c'est d'apprendre au chien, en fait le principe ça va être d'apprendre au chien à rester en dehors du contact visuel et de lui interdire finalement cette espèce de gestion à distance. Donc à un moment où le chien va suivre le propriétaire, il faut le renvoyer dans son panier et se mettre complètement hors de vue, et pendant 3 minutes, il ne doit y avoir aucun contact et il ne doit pas reprendre le contact même visuel. D'accord? Donc ça c'est des petits jeux que vous pouvez proposer. Et pareil sur l'accueil des tiers, donc quand vous avez des personnes qui vont venir chez les propriétaires, le chien a le droit de prévenir, ça bien sûr c'est son rôle, donc il peut aboyer. Par contre, une fois que le propriétaire arrive, c'est lui qui doit accueillir les gens. Donc ça, il faut bien l'expliquer au propriétaire. Le chien peut aboyer, par contre, avant d'ouvrir la porte, le chien doit être remis à sa place, à son couchage, et il ne doit pas le quitter tant qu'il n'est pas autorisé à venir dire bonjour. Ça permet de travailler en plus les autocontrôles, parce que souvent vous avez des chiens qui sont très excités quand il y a du monde qui vient, et si vous les autorisez à dire bonjour aux personnes qui arrivent, du coup ils sont renforcés dans leur excitation et ils n'arrivent pas à se contrôler au moment où il y a des personnes qui arrivent à la maison. Ensuite, dernière mesure thérapeutique que vous pouvez mettre en place, c'est la gestion des contacts. Donc effectivement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être des chiens qui ont tendance à demander beaucoup d'attention et qui l'obtiennent systématiquement en réponse. Donc là, il faut expliquer aux gens qu'il n'y a pas de réponse systématique aux demandes d'attention. Ça va dépendre un peu de l'attitude du chien. Si vous avez un chien qui vient vous voir, qui est tout penaud, qui a des signaux d'apaisement, qui arrive en remuant la queue, etc., vous pouvez répondre à ces demandes d'attention. Si par contre il est trop insistant, qu'il a tendance à vous soulever la main, à vous sauter dessus, etc., là il faut vraiment ignorer. Ignorer ou renvoyer au panier. Ça c'est tout à fait possible aussi. Le but c'est de couper contact. Idéalement, il faut dire aux gens qu'ils doivent être à l'initiative des contacts. Alors quand vous avez des propriétaires qui ont tendance à caresser leur chien tout le temps, toute la journée, il ne faut pas leur dire d'ignorer toute la journée leur chien, d'accord? Il faut à la limite leur proposer de caresser le chien à leur initiative tous les 3 quarts d'heure, et le reste du temps, ils ignorent quand il y a des demandes d'attention. Et vous allez voir que de toute façon, ils vont vous dire au bout
de quelques temps, en général au bout d'un mois déjà on a une très belle amélioration, que le chien vient plus demander de l'attention. Il est beaucoup moins vigilant, il est beaucoup plus tranquille. Et donc du coup ils peuvent être complètement à l'initiative et ils n'ont plus un chien qui est tout le temps derrière eux. Pour les chevauchements, alors ça c'est complètement interdit sur les personnes. Ça, il faut bien le préciser aux gens. Quand c'est dans un contexte comme ça de sociopathie, c'est complètement interdit, donc il faut renvoyer le chien à son panier. Si c'est sur les objets, le chien peut faire ce qu'il veut, mais il ne le fait pas devant les propriétaires. Voilà. Donc il peut prendre son coussin, ça pose pas de souci, mais pas en public en fait. Et enfin, donc les contacts entre les membres du groupe, il ne faut surtout pas autoriser les interpositions. Ça c'est important. Donc si vous êtes en train de gronder si le propriétaire est en train de gronder son enfant et que le chien vient à côté, le chien est envoyé tout de suite à son panier. Ça c'est vraiment important. Et à la fin de la dispute, le propriétaire se met à côté de l'enfant et rappelle le chien et l'enfant demande un ordre. D'accord, pour qu'il comprenne que le chien n'a pas à gérer les conflits, il n'a pas à se mettre en alliance avec le propriétaire pour gérer les conflits avec l'enfant. Ça c'est pas normal. D'accord. Donc ça c'est vraiment important. Vous pouvez faire le jeu des embrassades, encore une fois un petit jeu. Par exemple, le principe, ça va être de faire comprendre au chien qu'il ne peut pas intervenir dans les contacts avec les humains, sauf s'il y est invité. Et donc, idéalement, vous pouvez proposer au propriétaire qu'il fasse des embrassades spectaculaires. Souvent, ça attire les chiens, donc des gros câlins, etc. Quand le chien arrive, il faut faire une coalition physique. Donc là, on va utiliser les techniques de proxémie, se mettre à côté de la personne avec laquelle vous êtes en train de faire un câlin, vraiment épaule contre épaule, et renvoyer le chien à sa place. Donc vraiment faire une coalition face au chien pour ne pas qu'il intervienne entre les propriétaires. En conclusion, et c'est pas fini, après on va parler de la sociopathie intraspécifique, ça va être plus rapide mais je voulais vous en toucher 2 mots. Donc la sociopathie interspécifique, cette notion de dominance là, de chef, de leader, etc. C'est une affection qui est quand même très fréquente parce que souvent la communication entre le chien et le propriétaire n'est pas bonne, donc il faut faire très attention à ça. Le diagnostic n'est pas si simple que ça parce que vous allez avoir des vétérinaires qui vont dire « Ouh là là, mais attendez, le chien il est sur le lit, il a tous les doigts à table, etc. C'est un sociopathe, il faut changer les choses. » Moi j'ai plein de chiens que je reçois, le chien fait absolument ce qu'il veut à la maison, il n'y a pas d'agressivité, ça pose absolument pas de problème, le chien n'est pas anxieux. S'il n'y a pas d'anxiété, que ça pose pas de problème au propriétaire, après tout, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. D'accord? Donc moi, le fait que le chien ait l'accès à certaines ressources de manière privilégiée, ça ne me pose aucun souci. Moi, ce qui me pose problème, c'est que derrière, il peut y avoir de la dangerosité. Donc s'il y a de la dangerosité par rapport aux propriétaires ou aux enfants ou aux tiers, là, il faut réagir. Ou alors si ça représente une source de stress trop importante pour le chien. Vous avez des chiens qui sont sociopathes, effectivement, qui ont un statut hiérarchique élevé au sein du groupe famille, de la famille, mais ça pose pas de problème. Par exemple, vous avez des chiens qui se sont octroyés le canapé et qui gèrent les ressources, le propriétaire il s'est fait grogner dessus une fois, du coup il revient plus sur le canapé, il va sur le fauteuil. Si ça pose pas de problème au sein du groupe et que c'est pas une source d'anxiété pour le chien, aucun problème. Et encore une fois, il faut bien penser que le tableau clinique va être très varié. Vous n'avez pas forcément d'agressivité chez un sociopathe, vous n'avez pas forcément de gestion de l'alimentation et de toutes les prérogatives, vous n'avez pas forcément de chevauchement, etc. C'est vraiment une prérogative et 2 des signes cliniques parmi ceux que je vous ai évoqués. Surtout, pensez bien qu'effectivement, ce chien qui est sociopathe, il n'a pas demandé à le devenir, il n'a pas cherché à gérer le groupe, c'est parce que la communication est mauvaise. Et donc là, encore une fois, si vous voulez avoir une bonne thérapie comportementale, il faut surtout que vous ayez une très bonne alliance avec le propriétaire, sinon vous ne pourrez pas leur faire appliquer les choses, surtout si vous êtes face à des propriétaires qui sont très attachés à leur chien, que c'est leur enfant en fait presque. Là c'est compliqué, il faut vraiment travailler dans l'alliance et travailler dans la communication et surtout bien expliquer aux gens si vous utilisez les termes de dominant. Encore une fois, moi je les emploie très peu parce que je trouve que c'est très mal compris par les gens. Il faut bien faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de notion de coercitif derrière et que c'est pas le chien qui veut dominer le monde et qu'il n'est pas méchant, c'est juste que la communication est erronée. Alors pour la sociopathie intraspécifique, donc vraiment entre chiens, donc là à nouveau c'est
en fait des conflits entre chiens du même groupe. Attention, c'est pas une sociopathie intraspécifique, ça ne concerne pas des chiens qui sont agressifs avec les chiens qu'ils rencontrent dans la rue. Ça, c'est un problème de communication, un problème de socialisation, mais ce n'est pas la sociopathie. D'accord? La sociopathie, c'est véritablement des conflits entre chiens du même groupe, donc des chiens avec lesquels ils vivent. Donc là, en fait, ça va être véritablement une incohérence dans la communication. Et si on parle de sociopathie, bah, ça implique qu'il y ait une organisation sociale chez le chien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment l'organisation sociale chez les chiens, c'est vraiment une répartition des tâches. Hein. Le but, c'est d'économiser l'énergie et de se répartir les tâches pour économiser cette énergie. Le but, c'est d'assurer la cohésion du groupe en ritualisant, notamment avec des signaux de communication. Donc le fait qu'il y ait une organisation sociale, ça permet la survie de l'individu et de l'espèce. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de cadre, en général, ça ne se passe pas très très bien. D'accord. Et après, cette notion de sociopathie entre chiens, donc là, on va y revenir. Donc, cette notion de dominance, alors ça, vous allez l'entendre énormément, hein, des chiens qui sont dominants avec les autres chiens. Encore une fois, ça peut exister que dans un groupe stable et pas, c'est pas parce que le chien il agresse tous les autres chiens qui croisent dans la rue qu'il est dominant, pas du tout. C'est vraiment un problème de sociabilisation, de communication, et c'est pas une notion de trouble hiérarchique. Donc la hiérarchie chez le chien, l'organisation sociale entre chiens, c'est pas une hiérarchie qui est linéaire, attention. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas un chien qui domine un autre et puis cet autre-là domine le suivant et puis etc., etc. Non, ça va être des notions de communication entre les chiens. Vous allez avoir certains chiens qui vont pas supporter qu'on prenne l'alimentation, par exemple, cette ressource-là. Par contre, ce même chien-là va accepter qu'on lui prenne ses jouets, ça lui posera pas de problème. Mais le chien qui va être dominant dans un groupe de chiens va avoir plus tendance à gérer les conflits, etc. Alors, il y en a plein qui vont me dire non, mais ça a été réfuté, cette dominance, dans les groupes de chiens, dans les groupes de loups, etc. Alors certes, c'est pas du tout une hiérarchie comme chez le loup, et encore une fois, bah, on tâtonne énormément sur ce terrain-là, mais c'est quand même vraiment reconnu que maintenant il y a une organisation sociale chez les chiens, comme chez les chiens féraux, comme chez donc les chiens féraux, les chiens sauvages, comme chez les loups. Et moi, j'ai pu m'en apercevoir justement avec Victoria Cole, une vétérinaire qui travaille en Espagne, qui est comportementaliste et qui éduque des chiens. Donc, elle a un élevage de berger blanc suisse. Elle nous a montré des vidéos. Elle connaît très très bien les relations entre ces chiens. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est pas du tout une organisation sociale qui est linéaire, mais il y a véritablement des interactions entre les animaux. Et on retrouve toujours un mâle qui a tendance à gérer les mâles et une femelle qui a tendance à gérer les femelles. Et c'est toujours le même. C'est pas forcément le plus vieux, mais en tout cas, c'est des individus qui ont une capacité de gestion des conflits, de régulation, qui leur confère un statut particulier. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, ce statut dominant, leader, chef, régulateur, ce que vous voulez, mais dans tous les cas, il y a effectivement véritablement une organisation sociale entre ces chiens et vraiment une communication qui est très particulière et c'est très intéressant. Et il n'y a pas de conflit. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on parle de chien dominant ou de chien leader qu'il y a forcément que c'est un chien agressif. Pas du tout. C'est juste un chien qui va réguler le groupe et qui va assurer une bonne cohésion du groupe. D'accord. Et donc elle nous avait montré une vidéo justement où vous aviez des mâles qui étaient en train de chahuter. Alors ça se battait pas, mais c'était un petit peu, c'était une communication qui n'était pas très correcte, c'est-à-dire un jeu un petit peu violent, etc. Et donc le mâle qui est considéré comme le mâle dominant, et elle en parle comme ça, Victoria de ses chiens, va intervenir et va séparer les chiens. Donc il se met entre les deux, il se dresse un petit peu, il se tend, il peut aboyer un petit peu, et les chiens comprennent tout de suite. Hein, hop, il y a tout de suite des postures d'apaisement, des signaux d'apaisement, et ça calme tout de suite le conflit. Quand ça a tendance à durer, on a même la femelle qui a tendance à réguler les femelles, qui intervient également. Mais c'est véritablement le mâle qui régule les mâles et les femelles qui régulent les femelles. C'est assez rigolo, mais vous avez vraiment une organisation sociale qui est très particulière avec quand même des chiens qui sont plus régulateurs et qui peuvent être considérés comme les chefs au sein du groupe. Donc, quand c'est justement ces relations sociales au sein du groupe et cette organisation sociale dysfonctionne, ben, on a une sociopathie intraspécifique. Donc, cette sociopathie va survenir dans un groupe canin qui était stable de base et qui se retrouve déstabilisé. Alors, ça peut être une déstabilisation qui va être interne, donc par exemple le décès d'un des chiens, la puberté, une activité sexuelle particulière,
Ça peut être un trouble endocrinien aussi. Vous avez tout ce qui est hypothyroïdie, etc. Tout ce qui va être affection des glandes anales, ça peut énormément modifier les odeurs et engendrer des conflits. Ça peut être le vieillissement aussi, avec un chien qui est plus irritable, qui va qui va déstabiliser le groupe. Ça peut être une perturbation externe aussi, notamment l'introduction d'un nouveau chien et notamment des chiots. Souvent, ce qui perturbe aussi, c'est que les propriétaires interviennent beaucoup, donc ils empêchent les chiens de régler leurs conflits entre eux. On peut avoir aussi une incompétence de certains chiens. Donc par exemple, un chien qui est HSHA, il ne sait pas du tout communiquer avec l'autre chien, il a tendance à insister, l'autre chien l'envoie bouler, il insiste, et du coup ça monte en conflit, et en fait la communication n'est pas bonne entre les chiens, puisqu'il y en a un qui a une pathologie et qui n'arrive pas à gérer, quoi. Et on a aussi, ça peut survenir quand le contexte est instable. Donc par exemple dans des familles qui sont recomposées, où vous avez un chien qui arrive, qui vient une fois par semaine, ou des propriétaires qui ne sont pas tout le temps là, ou ce genre de choses. Alors le diagnostic va se baser sur le contexte d'apparition, introduction d'un nouveau chien, puberté, etc. Sur les symptômes. Donc les symptômes véritablement de la sociopathie intraspécifique, c'est une augmentation des agressions par irritation hiérarchique, territoriale et maternelle. Vous pouvez avoir des missions hiérarchiques aussi, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Une pseudo-sièse, donc pseudo-gestation. Vous pouvez avoir une possible instrumentalisation des agressions, des blessures des propriétaires lors des interventions pour séparer les chiens, et vous pouvez avoir des gens qui arrivent et qui vous disent on est obligé de séparer les chiens parce que c'est plus possible. En général, la sociopathie est beaucoup plus violente entre les femelles qu'entre les mâles. Donc ça, il faut le savoir, donc il faut faire très attention dans la prise en charge. Au niveau de l'évolution, donc très fréquemment, ça évolue très vite en anxiété. Donc les chiens deviennent très anxieux, puisque au niveau des conflits ça devient très compliqué, et puis les propriétaires deviennent très anxieux également. Donc on a véritablement de l'anxiété qui apparaît chez les chiens. On a souvent une instrumentalisation qui arrive, donc souvent les chiens qui finalement ne menacent plus, et dès qu'ils se voient ils se rendent dedans systématiquement. On peut avoir des troubles de la reproduction. On n'a plus du tout d'interaction sans agression, ça peut évoluer vraiment comme ça aussi, et donc une séparation des chiens. Et parfois, ça peut arriver, c'est très rare, mais on peut avoir un décès carrément de l'un des deux chiens quand il se retrouve coincé en fait, et qu'il ne peut plus fuir. Et là, on est tellement arrivé dans une instrumentalisation que malheureusement on a un des deux chiens qui peut décéder, quoi. Le pronostic, de manière générale, il est souvent réservé. Après, ça va véritablement dépendre de la durée d'évolution, depuis quand ça évolue, ces conflits, du gabarit des chiens. Là, c'est ce que je vous montre justement sur la photo. Si vous avez des conflits entre un chihuahua et un dog allemand, très rapidement, ça peut devenir très dangereux. Ça va dépendre des affections associées aussi, hein. Si vous avez un chien qui est HSH d'un côté et un autre qui est dysthymique, vraiment le pronostic est très réservé, parce qu'en plus la dysthymie est très difficile à réguler. Le HSH, si c'est un bon HSH très hyperactif, vous risquez d'avoir des problèmes aussi pour réguler les conflits derrière, puisque la communication sera complètement perturbée. Et ça va dépendre aussi des capacités des propriétaires, puisqu'il y en a, vous allez leur dire vous devez plus intervenir et vous devez vraiment quitter la pièce. Et pour eux, c'est complètement impensable. Ils vont être tout le temps sur leur dos de leur chien, et ce ne sera pas possible de réguler derrière les conflits. Alors, au niveau de la prise en charge, donc la médicalisation est souvent indispensable. Elle va dépendre de l'état de l'animal, de l'état de chaque chien, s'il en est anxieux, en état instrumentalisé, etc. Et donc la médicalisation va dépendre. Mais elle est souvent nécessaire pour mettre en place la thérapie comportementale derrière. Et surtout pour rassurer les propriétaires, apaiser un petit peu les conflits, diminuer cette agressivité, cette impulsivité entre chiens. On peut éventuellement envisager une stérilisation, surtout quand c'est entre deux mâles. On peut l'envisager, ou entre deux femelles. Souvent, la sociopathie, ça apparaît sur des chiens qui sont du même sexe. Donc on peut envisager une stérilisation chimique d'abord pour voir comment ça régule, et faire une stérilisation chirurgicale si on voit que ça a bien fonctionné. Pourquoi pas. Et ensuite, il faut mettre en place la thérapie comportementale. Alors, lorsqu'on a une prise en charge vraiment très tardive, avec une impossibilité de retour à l'équilibre, on peut envisager un replacement, hein. Replacer un chien, c'est pas un échec, d'accord ? Il vaut peut-être mieux que les deux chiens soient séparés, qui vivent chacun très bien, plutôt que de les garder ensemble et que finalement ce soit un enfer pour les propriétaires, un enfer pour les chiens. Avant de remettre les chiens, donc si par contre on a une possibilité d'agir, avant de remettre les chiens ensemble, idéalement il faut remettre en place une bonne communication au sein du groupe. Souvent, quand on a une sociopathie intraspécifique, on a une sociopathie interspécifique. D'accord ? Le chien ne sait pas trop où est sa place, et du coup on a des conflits également entre les chiens. Donc on va remettre en place la RSD, ce dont je vous parlais tout à l'heure pour la sociopathie interspécifique. Il faut faire attention à la disponibilité des ressources, qui doit être cohérente, donc les repas, l'accès aux repas, etc. Et il faut que ce soit bien cohérent pour les deux chiens.
et prendre en charge les affections comportementales, ça c'est indispensable avant de remettre les chiens en présence. Si vous avez un chien qui est HSHA, bah déjà il va falloir travailler sur les autocontrôles et travailler sur son impulsivité avant de les remettre en présence, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand on remet les chiens en présence, idéalement on les remet en présence dans un terrain neutre. Alors là on est vraiment dans le cadre où les chiens sont séparés complètement et où les conflits sont assez importants. Si les chiens ne sont pas séparés, qu'ils sont toujours en présence et que les conflits sont que ponctuels, on va travailler tout ce dont je vous ai parlé, mais on n'a pas forcément cette remise en présence en terrain neutre, etc. puisqu'ils étaient déjà restés en présence, quoi. Logique. Donc si jamais ils sont véritablement séparés, on va les remettre en présence au niveau d'un terrain neutre, puis on va les mettre dans le lieu de vie mais sous surveillance, et ensuite on les remettra ensemble de manière permanente. Quand on veut les remettre ensemble, quand les gens ont très peur, idéalement il faut utiliser la muselière. Ça c'est absolument rassurant pour le propriétaire, c'est rassurant pour le vétérinaire aussi puisqu'on est sûr qu'il n'y aura pas de conflit catastrophique, et ça permet aux chiens de communiquer sans forcément se taper dessus dès le départ. Il faut surtout expliquer aux gens qu'il faut laisser les chiens communiquer, ne pas intervenir. Donc souvent les gens vont venir assez rapidement en fait, hein. Ah bah ça y est, il commence à se prendre la tête, là le chien il a 7 mois et ça commence à râler, etc. Et ben, quand vous voyez qu'il y a un conflit, déjà vous remettez en place un petit peu les règles à la maison, hein, un cadre bien clair. Et surtout, vous les laissez communiquer entre eux, vous n'intervenez pas et vous quittez la pièce. Il ne doit jamais y avoir des conflits en présence des propriétaires. Les chiens ne doivent pas se permettre de se battre, de s'agresser en présence des propriétaires. D'accord ? Donc vous quittez la pièce, enfin vous demandez au propriétaire de quitter la pièce. Il faut bien rappeler aux gens qu'il ne faut pas faire de soutien à la victime. Alors souvent ils vont vous dire qu'il y a un chien qui agresse toujours l'autre et l'autre qui est tout le temps victimisé. Le problème c'est que si vous allez soutenir la victime, ce que vous dites au chien qui agresse et qui potentiellement a un statut peut-être hiérarchique un peu plus important par rapport à l'autre chien, c'est que vous soutenez le chien qui challenge le dominant. Et donc, si vous soutenez cette victime-là, le dominant ne va pas comprendre où est sa place, le challenger, il va continuer à challenger le chien qui a un statut hiérarchique un peu plus élevé, et ça risque d'être compliqué. C'est ce qui arrive souvent quand vous avez un chien qui a plus de 6 ans, ou enfin voilà, un chien qui est déjà adulte, qui est bien dans ses pattes, et on a un chiot qui arrive, qui devient pubère, et qui commence à tester un petit peu les limites de l'adulte qui était déjà présent. L'adulte est tranquille en train de manger sa gamelle ou tranquille sur son jouet, il veut apprendre au chiot à se réguler, donc souvent il leur grogne dessus, l'air de dire oh oh, je suis tranquille sur ma gamelle, donc tu gardes ta gamelle à toi, ce qui est tout à fait normal, c'est une communication qui est tout à fait normale entre chiens. Et le propriétaire va intervenir et va gronder le chien qui est en train de grogner, alors que finalement il a tout à fait raison de le faire. Donc il faut surtout leur dire qu'il faut arrêter de soutenir la victime. On peut parfois renforcer ce chien qui a un statut supérieur justement, qui a cette notion de gestion de l'autre. On peut le soutenir effectivement. S'il a tendance à grogner le petit et que le petit s'en va, on félicite celui qui a grogné. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ménager des espaces de repli pour les deux chiens pour qu'ils puissent effectivement s'éloigner quand il y a un conflit et qu'ils puissent fuir. Ça, c'est vraiment important parce que s'ils sont obligés de se confronter, le conflit ne s'arrêtera pas. Donc en conclusion, c'est une affection qui est difficile à prendre en charge parce que souvent c'est quelque chose qui est très très anxiogène pour le propriétaire de voir les conflits qu'il y a entre les chiens. Ça lui fait très très peur, surtout s'il y a une différence de gabarit entre les deux. Donc il faut vraiment le prendre en charge assez rapidement. Idéalement, il faut voir les deux chiens en consultation, enfin tous ceux qui sont concernés en tout cas par le conflit. En général c'est 2 chiens, mais il peut y en avoir 3, 4, 5, voilà. Mais souvent c'est 2 et c'est souvent un chien qui pose problème. Il faut faire une sémiologie complète pour tous les chiens, ça c'est vraiment important, pour essayer de déterminer s'il y a un des 2 chiens qui n'a pas un problème, une affection comportementale sous-jacente pour pouvoir la prendre en charge. Et il faut surtout faire préciser les réactions des propriétaires aussi, savoir comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à ce qui se passe, comment est-ce qu'ils réagissent et comment est-ce qu'ils peuvent gérer les choses et savoir comment ils voient les choses, en fait, comment ils voient les conflits des chiens pour essayer de les aider au maximum et savoir sur quoi travailler. Voilà, et bien on va pouvoir passer aux questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces deux conférences et les 2 sujets que j'ai abordés. Pas de questions, tout était très très clair. Alors, dans la sociopathie interspécifique, pour la triade des agressions, dans les critères diagnostiques, il faut forcément les 3 types d'agressions. Ou un seul type sur les 3 est suffisant pour valider. Non, il faut les 3.
Absolument, ça c'est un critère. La triade des agressions, c'est un critère. Donc si tu as juste des agressions par irritation, ça ne peut pas être considéré comme un critère. Donc parfois tu as des chiens qui ont des prérogatives et qui ont qu'un seul critère parmi la liste, bah, ils ne sont pas considérés comme des sociopathes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge et qu'il ne faut pas remettre en place un cadre clair, mais ce ne sera pas un sociopathe. Tu n'auras pas ce diagnostic-là. Comment sait-on qu'un chien est anxieux? Alors, tu as plusieurs possibilités, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais un petit peu. Tu peux avoir du léchage, de la boulimie, ce genre de choses. Tu peux avoir des chiens qui sont hyper vigilants. Bah, tu vas voir que le chien, il est pas bien dans ses pattes, en fait, hein. Il n'est pas serein tout le temps, tranquille, dans son coin, à pas gérer, enfin, à dormir gentiment. Enfin, voilà. Moi, je sais que mon chien, il n'est pas anxieux, typiquement. Là, je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Il n'a pas bougé d'un poil. Il est tranquille en train de dormir. Quand il y a quelqu'un qui bouge, qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit, si c'est pas un bruit inhabituel, il lève pas la tête. Voilà, il n'est pas tout le temps sur le qui-vive, etc. Donc, les signes d'anxiété, ça peut être une hypervigilance, ça peut être du léchage, ça peut être un chien qui aboie en permanence. Tu le vois. Un chien qui est pas bien, tu le vois, et tu vas essayer de déterminer, tu vas poser les questions au propriétaire et tu vas voir justement si tu n'as pas des petites notions comme ça, des selles molles régulièrement, du léchage, des aboiements, de l'aboiement en absence, ce genre de choses. Merci encore pour toutes ces conférences, avec plaisir. Est-ce que la sociopathie existe chez le chat? Si oui, quels sont les principaux symptômes? Non, il n'y a pas de sociopathie chez le chat. Il y a des schésipathies, parce qu'en fait, le chat n'est pas un être social. C'est un animal qui peut être sociable. Alors après, j'ai été au congrès hiérarchie, là, c'est très intéressant. Si vous voulez un bouquin justement sur les notions de hiérarchie, moi j'ai été faire le congrès Zoopsy sur la hiérarchie au mois de décembre dernier. Donc le bouquin s'appelle La hiérarchie justement, et c'est Zoopsy, donc n'hésitez pas à regarder. Ils expliquent qu'il y a potentiellement une organisation sociale aussi chez le chat avec des dominants. C'est vraiment... et puis vous allez avoir plein de comportementalistes félins qui vont vous dire pas du tout. Il y a de toute façon une communication entre chats, c'est sûr. Mais en tout cas, on parle pas de sociopathie. Vous pouvez avoir des chats qui vont avoir plus de caractère que d'autres, etc. Vous avez des chats qui sont plus ou moins sociables. Mais en tout cas, tu n'as pas cette notion de sociopathie. Par contre, tu as des schésipathies, donc c'est-à-dire des troubles de la communication entre chats. Mais qui sont pas liés à des troubles hiérarchiques. Et ça, on pourra en parler, effectivement, à un moment, il n'y a pas de souci. Est-ce que la dominance intraspécifique concerne plus les chiens entiers et mâles? Pas forcément, non. Euh, on sait que ils sont. Non, t'as pas forcément cette notion d'hormones mises en jeu. C'est vrai que tu as des conflits qui vont être plus importants, en tout cas entre les femelles, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus violent, mais tu as pas forcément que des mâles et pas forcément que des animaux qui sont entiers. Merci pour la conf, avec plaisir. Tu as dit que le fait que le propriétaire intervienne a tendance à déstabiliser le groupe. Or, le propriétaire ne devrait-il pas, dans un cadre idéal, prendre le rôle du régulateur au sein de la meute famille et donc mettre fin au conflit? En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire. Logiquement, le chien, s'il a un cadre qui est clair à la maison, il présentera pas de conflit devant le propriétaire. Et c'est ce qui va se passer quand tu as une sociopathie intraspécifique sans sociopathie interspécifique. Les propriétaires te rapportent qu'ils ne voient jamais le conflit. Donc il ne peut pas intervenir. Mais non, il ne faut pas qu'il intervienne parce que plus il va intervenir, plus il empêchera en fait le conflit d'aller à son terme. C'est comme si toi tu es en train de te disputer avec un ami et que t'as pas de conclusion à ta dispute. Mais c'est hyper frustrant. Et puis tu vas avoir envie de revenir sur le sujet parce que finalement tu sais pas qui a eu tort, qui a eu raison, et ça c'est humain d'avoir envie enfin en tout cas d'arriver à une conclusion. Donc ça va être très très frustrant pour les chiens et du coup il y aura d'autres conflits derrière puisqu'ils n'auront pas pu s'expliquer une bonne fois pour toutes, quoi. La thérapie médicale se fait que sur le chien dominant ou le dominé aussi? Sur tous les chiens. En fait, tu vas mettre en place ta thérapie médicale sur les chiens qui présentent un état d'anxiété. Souvent, celui qui se fait castagner tout le temps, qui est victime, entre guillemets, il est anxieux. Celui qui est tout le temps sur l'autre chien, il est anxieux aussi parce qu'il est tout le temps obligé d'être en conflit avec l'autre pour lui expliquer, etc. Donc, en fait, tu fais en fonction de l'anxiété de chaque chien, en fonction du trouble de chaque chien, et tu vois, mais en général, on traite les deux. Merci pour la conf, je me rends compte que Meggy était sociopathe. Ah. Pour des conflits. Encore une fois, c'est pas grave, hein. Vous avez des chiens qui sont sociopathes et ça pose pas de problème, hein. Donc, après tout. Pour des conflits entre chats, le principe et la thérapie comportementale est la même? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement, tu as pas de.
tu n'as pas cette notion de hiérarchie entre chats. Mais je pourrais faire une conf sur la scésipathie inter et intraspécifique. Ça, c'est tout à fait possible. J'y avais pas pensé, mais on pourra l'envisager dans une prochaine conf. Quel message donne-t-on au chien exactement lorsqu'on le met sur le dos avec une main sur sa gorge, même sans user de violence? Déjà, je trouve que c'est un peu violent quand même de faire ça. Une main sur la gorge, pourquoi faire? Alors, cette notion de mettre le chien sur le dos, je vois pas trop l'intérêt parce qu'encore une fois, le chien c'est pas forcément sa posture de soumission ou d'apaisement avec la maman. Il y a des mamans qui les mettent sur le dos et d'autres pas du tout. Donc vous avez des chiens qui se mettront jamais sur le dos. Moi le mien quand je le gronde, il ne s'est jamais mis sur le dos devant moi. Jamais. Par contre il va me faire des signaux d'apaisement. Si je me fâche, oulala, il va me tourner la tête, il va se lécher les babines en mode ok, je suis pas très à l'aise, j'arrête. Ou alors il s'en va, tout simplement. Et ça, c'est déjà un signal d'apaisement. Donc pourquoi tu veux le retourner, le mettre sur le dos et t'énerver quand quand tu as besoin de. En fait, la punition d'un chien, c'est l'isolement du groupe social. Vraiment. Donc quand le chien il fait n'importe quoi, bah, tu l'isoles du groupe et ce sera beaucoup plus parlant plutôt que de le mettre sur le dos et de prendre un risque déjà de te faire croquer. Euh, en plus de ça, c'est un peu violent, quoi. Il faut réussir à le retourner, etc. Sur un adulte, c'est pas toujours facile. Moi, je suis pas pour ça. Et si c'est pour le réguler parce qu'il fait le fou, soit tu l'isoles, soit tu peux faire une contention où tu sais, tu prends le chien contre toi et tu le maintiens gentiment. En fait, vraiment, tu le mets contre toi, tu le plaques contre toi et tu maintiens, tu mets une légère pression et t'attends qu'il redescende de son émotion et ensuite tu relâches. Merci pour la conf. J'ai une question. Si on a deux chiots, même portés ou non, et qu'il y en a un qui a tendance à aller chipper dans la gamelle de l'autre, comment gérer ce conflit pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux? Alors déjà, tu n'as pas du tout de notion de sociopathie intraspécifique entre deux chiots. Pas du tout, tu n'as pas de cette notion de hiérarchie, hein, c'est juste des enfants. D'accord. Euh, donc, bah, idéalement, si l'autre chien ne dit rien, idéal, c'est de mettre un adulte régulateur. Sinon, bah, tu interviens et tu les éloignes un petit peu et tu reprends le chiot dès qu'il a tendance à aller piquer dans la gamelle de l'autre. Voilà. Mais bon, entre chiots, c'est un petit peu compliqué d'interagir. Le mieux, c'est d'avoir un chien qui le fasse. Sinon, bah voilà, tu interviens. Hein. Tu lui dis non, non, tu vas à ta place, tu retournes à ta gamelle. Pour quelle prérogative tu proposes systématiquement au propriétaire une correction du cadre? Tu disais que par exemple dormir sur le lit ce n'est pas un souci. Y en a-t-il d'autres que tu corriges, qu'il y ait demande du propriétaire ou non? En fait, moi je corrige uniquement si ça pose problème au chien ou au propriétaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, si les gens me disent, bah, le chien il mange quand il veut, mais de toute façon il a toujours été un. Enfin, tu vois, j'ai souvent des chiens en médecine préventive qui ont 7-8 ans. Le chien, il a toujours eu l'habitude d'avoir la gamelle à volonté. Il a un score corporel parfait. Il dort sur le lit. Il a des petits à côté à table. Et il n'y a absolument aucun souci. Le propriétaire, ça ne le gêne pas. Le chien, il est absolument pas anxieux. Il n'y a pas d'hypervigilance à la maison. Il est bien dans ses pattes. Je corrige pas. Si par contre les propriétaires me rapportent certaines prérogatives et que le chien derrière il est anxieux et que ça gêne les propriétaires en plus qui viennent réclamer à table, qui soient tout le temps après eux, qui les suivent partout, etc. Là dans ces cas-là je vais mettre en place des mesures correctives et recadrer un petit peu l'environnement. Si un chiot qui essaie de jouer avec un chien adulte dans la maison a tendance à s'exciter beaucoup, à grogner, aboyer et que l'adulte le régule un peu mais pas suffisamment pour le faire baisser en excitation et que le chiot continue d'aboyer pendant 1 à 3 minutes sans agresser l'adulte, est-ce qu'il faut intervenir pour faire comprendre au chiot qu'on veut qu'il se calme et arrêter d'aboyer ou il faut laisser l'adulte qui est bien stable dans ses pattes et régulateur gérer seul? Si le chien arrive à gérer seul, il faut le laisser gérer seul. C'est beaucoup mieux. Si le chien gère pas, arrive pas à gérer, il faut l'aider. S'il est dépassé et que vraiment tu vois qu'il en peut plus, là dans ces cas-là, l'adulte, tu isoles le petit en fait. Hein. Tu isoles le petit pour lui laisser un moment de répit. Mais sinon, le chien adulte, s'il est bien dans ses pattes et qu'il arrive à réguler, laisse-le gérer tout seul. Au contraire, ce sera beaucoup plus clair. Si un propriétaire a 2 chiens sur 2 sites différents, un des deux se sauve et va attaquer l'autre chien sur l'autre site. Est-ce que c'est aussi de la sociopathie alors qu'ils n'habitent pas sur la même maison? Alors déjà, pour qu'il y ait déjà je comprends pas comment c'est possible en fait. Qu'il y ait 2 chiens sur 2 sites différents et que l'un des chiens arrive à aller jusqu'à l'autre. S'ils vivent pas ensemble, c'est pas de la sociopathie parce que c'est pas un groupe stable. D'accord? Euh,
puis j'ai un peu de mal à imaginer comment ça peut se produire, mais peut-être, hein, s'il arrive à s'échapper parce que c'est des maisons voisines et que du coup les voisins se mettent à sortir ensemble et que les deux chiens, voilà, c'est plus un problème de communication et de socialisation plutôt qu'un problème de sociopathie. Est-ce qu'un chien qui ne présente pas forcément de sociopathie, mais dont les conditions de vie réunissent un terrain favorable, peut-il ne jamais le devenir? Va-t-il le devenir en vieillissant? Il peut ne jamais le devenir. Tu as des chiens, encore une fois, qui ont toutes les prérogatives et ça leur pose pas de problème. Moi, personnellement, le mien, il dort sur le lit de temps en temps. Ça pose aucun souci. Voilà, j'ai pas de problème. Et le jour où éventuellement il vient sur le lit, je lui demande de descendre. Il dort pas tout le temps sur le lit, hein, c'est vraiment exceptionnel. Mais de temps en temps, il vient dans la chambre et il dort sur le lit. Si je vois qu'un jour je lui demande de descendre du lit et qu'il se met à grogner ou ce genre de choses, là par contre, je ferai en sorte que le cadre soit plus clair. Mais de manière générale, le cadre est très clair à la maison. C'est pas parce que il a accès à une ressource de temps en temps que forcément tu as un chien qui comprend pas le cadre, hein. C'est vraiment ta méthode de communication de manière générale, comment tu communiques avec ton chien, etc. Et c'est pas parce qu'il a des prérogatives qu'il deviendra forcément sociopathe et qu'il aura envie de gérer. Ok, ça c'est vraiment important. Euh, hop, alors, merci pour la conférence. J'ai eu le cas d'un élevage de teckel qui a attaqué et blessé, mort quelques heures après la clinique, un chat en l'absence du propriétaire. Dans ces cas-là, est-ce qu'on parle de sociopathie ou il y a eu des ordres du groupe chat plus chien? Non, il n'y a pas de sociopathie dans un groupe chien-chat, puisque le chat n'est pas une espèce sociale. Il peut être sociable, mais c'est pas une espèce sociale. Non, s'il a attaqué et blessé le chat, il y a peut-être un petit peu de prédation. Comment se passe la prise en charge comportementale dans ce cas-là? Bah, je laisserai pas le chien tout seul avec un chat. Moi, les teckels, c'est quand même des terriers, des chasseurs, des chiens de chasse. Donc, je me méfierais énormément. Et si c'est la première fois que ça se produit et qu'il n'y avait jamais eu de soucis auparavant, peut-être qu'il y a eu un problème, un conflit pour une ressource à la maison, quelque chose comme ça. Le chien était peut-être en train de manger, le chat est venu, et voilà. Mais dans tous les cas, je ne prendrais pas de risque de les laisser ensemble sans surveillance. Mais du coup, est-ce recommandé de rajouter des aliments appétants dans la gamelle pendant que le chien mange? Pourquoi tu veux rajouter des aliments appétants dans la gamelle? Pour limiter la protection des ressources vis-à-vis de l'alimentation, ou bien on ne touche vraiment pas à la gamelle pendant le repas? Non, tu ne touches pas à sa gamelle pendant le repas. Jamais. Quand le chien mange, tu le laisses tranquille. Si tu veux rajouter des éléments appétants, tu lui demandes de s'arrêter, tu récupères la gamelle, tu rajoutes des éléments appétants et tu l'autorises à remanger. Mais quand il est en train de manger, tu vas pas mettre tes mains dedans, sans le prévenir, encore moins. Ok, pour la scasipathie chez le chat, j'y penserai pour le faire, il n'y a pas de souci. Des livres, articles, thèses, vidéos à conseiller sur le comportement, les relations, l'éducation. Tout ce qui va être les bouquins de Valérie Dramar, par exemple sur le comportement du chien de A à Z, le comportement du chat de A à Z. Vous avez les bouquins de Nicolas Massal qui sont très bien aussi. Tous les bouquins qui sont sortis sur les congrès de zoopsie, la hiérarchie, l'adolescence, etc. Ça c'est hyper intéressant. Voilà, déjà pour avoir les bases, ça peut être pas mal. Tu as parlé à plusieurs reprises du lieu de couchage, panier du chien. Est-ce que c'est vraiment indispensable pour le bien-être du chien? Le mien n'en a pas, mais il y a certains endroits bien spécifiques dans la maison où il se couche pour dormir. Moi, je trouve que oui. C'est important qu'il ait un endroit spécifique où il doit dormir, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais des enfants et qui décidaient eux-mêmes où ils allaient dormir, et tu leur confères pas de lieu à eux. Et je trouve que c'est ouais, je trouve pas ça top pour le chien parce que c'est quand même important qu'il ait son lieu à lui, qu'il soit que à lui, partagé avec personne en plus, parce que si par exemple il dort sur le canapé, c'est partagé avec éventuellement d'autres animaux ou avec toi. Euh, et du coup, je trouve que c'est dommage qu'il ait pas son lieu de couchage à lui. Et pour lui, c'est important en plus que son lieu de couchage soit matérialisé et donc qu'il y ait un tapis, un coussin, quelque chose. Même s'il dort aussi en dehors de ce lieu de couchage, c'est important qu'il y ait un lieu de couchage parce que comme ça, ça te permet aussi de le renvoyer à sa place quand tu as besoin. Parce que sinon, ça veut dire que tu le renvoies où? Où il veut, s'il a plusieurs lieux spécifiques où il dort, tu vois. Donc non, c'est important qu'il ait son endroit à lui. Isoler le chien du groupe, c'est couper le contact visuel et le changer de pièce ou le renvoyer à sa place suffit. Tu peux le renvoyer uniquement à sa place. Ça, c'est tout à fait possible. Mais tu peux aussi le mettre complètement dans une autre pièce. Si par exemple c'est quelque chose qui t'a vraiment déplu, alors par exemple, tu as un chien, il va sauter sur la table, tu lui dis non, tu le renvoies à sa place. Il revient une deuxième fois, tu peux le renvoyer à sa place, la troisième fois ça te saoule, là tu le mets dans une pièce à part. Voilà.
Ça peut être un degré de punition aussi. Pour les propriétaires qui adoptent un chiot très jeune, non sevré et non correctement éduqué par la mère, faut-il leur conseiller d'apprendre une posture de soumission au chiot quand celui-ci fait une chose interdite comme l'aurait fait la mère? En fait, ta posture de soumission, enfin, tous tes signaux d'apaisement, c'est déjà des postures de soumission. J'aime pas trop ce terme de posture de soumission, encore une fois, parce que ça a cette notion de dominance et de côté un peu coercitif, etc. Ton chien, il te fait plein de signaux d'apaisement, en fait. Hein. Quand tu le grondes et qu'il tourne la tête, ça, c'est déjà une posture de soumission, entre guillemets, en fait. Hein. C'est de l'apaisement et c'est la même chose que la soumission. C'est ok, ok, pardon, je m'excuse, j'arrête. D'accord. Donc, idéalement, quand tu as un chiot qui a été adopté très jeune, non sevré, etc., il faut le mettre en contact avec des adultes, avec d'autres chiens. Comme ça, il va apprendre la communication et il saura très bien, enfin, mieux communiquer avec les propriétaires derrière. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire. Pour éviter justement ce genre de problème, quand vous recevez un chiot, apprenez au propriétaire justement à mettre en place un cadre qui soit clair. Pas pour. Enfin, déjà, ça empêchera que vous ayez une potentielle sociopathie derrière, mais c'est surtout que c'est hyper important. Plus le cadre sera clair et précis, plus ce sera facile pour le chien d'avoir un bon développement et d'être bien dans ses pattes et d'éviter l'anxiété. Donc, ça, vous pouvez déjà donner ces conseils-là de lieu de couchage, de gestion de l'alimentation, de gestion des contacts sur le chiot pour qu'il apprenne à être bien dans ses pattes et qu'il ait un cadre clair. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est comme une méthode d'éducation pour les enfants. Les enfants, ils font pas tout ce qu'ils veulent à la maison parce que sinon, ça devient l'anarchie. Et vous avez plein d'enfants qui vont faire ce qu'ils veulent et ça posera pas de problème. Exactement comme le chien. Donc le chien qui a toutes les prérogatives possibles et inimaginables euh, deviendra pas forcément sociopathe. Un enfant qui peut tout gérer à la maison, qui a pas de règles, etc., deviendra pas forcément un enfant terrible, une racaille, tout ce que vous voulez. D'accord. Donc ça dépend vraiment des chiens, de leur caractère, euh, et puis voilà, de la communication et tout ça. Mais idéalement, quand vous êtes avec un chiot, mettez déjà en place des règles qui sont claires pour que ce soit plus facile pour que la communication soit bonne par la suite. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire une conférence sur les bases d'une bonne éducation, d'une bonne communication entre le propriétaire et son animal? Bah, je pense que déjà, quand j'ai fait les confs, alors je sais pas si tu as suivi toutes les confs hein, que j'ai faites, mais quand j'ai fait les confs sur les premiers conseils à mettre en place pour les chiens, les chats, etc., cette conf-là aussi que je viens de faire, tout ça c'est déjà une communication entre le propriétaire et son animal. Après, éventuellement, ça dépend ce que tu entends par là, et ça, on pourra en rediscuter sur Facebook éventuellement, savoir ce que vous voulez exactement. Mais par contre, ce dont je peux vous parler, c'est comment aborder un animal, la communication avec l'animal en tant que vétérinaire, justement en consultation. Ça peut être intéressant aussi. Mais une bonne communication entre le propriétaire et son animal, avec le chien, bah, c'est tout ce dont je vous ai parlé déjà depuis toutes mes confs en fait, hein, de ne pas aller le déranger dans sa gamelle, de ne pas aller le déranger dans son lieu de couchage, les règles à mettre en place à la maison, etc. Tout ça c'est de la communication en fait. Hein. Et peut-être que c'est plus les signaux dont tu veux me parler, je sais pas trop, les signaux de communication, les signaux d'apaisement, etc. Et chez le chat, oui, il faut qu'on en parle plus. C'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé du chat, donc bon, je peux faire des confs aussi sur le chat. Barbara, tu me dis une maison et une ferme, ils ne vivent pas ensemble. Ouais, encore une fois, pour moi, c'est pas de la sociopathie ça. Possible d'avoir une conférence sur la gestion d'un chien réactif aux autres chiens. Oui, on peut éventuellement parler de ça, mais oui, on pourrait. Ok, possible d'avoir une prochaine conférence sur la proxémie. J'ai entendu dire qu'il y avait un certain nombre d'attitudes que le chien n'interprète pas comme nous. Par exemple, que des caresses à certains endroits seraient des signes de domination alors que c'était pas le but. Est-ce vrai? Bof, moi j'aime pas trop. En plus, j'aime pas cette notion, encore une fois, de domination là. Euh, euh, non, moi j'avoue que c'est cette notion de caresse là, qui est une notion de domination, de soumission, etc. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Par contre, oui, on peut parler de proxémie, mais à chaque fois j'en ai parlé dans mes conférences de la proxémie. Faire une conf que sur la proxémie, je pense que ce sera pas possible. On peut l'évoquer, mais je l'ai déjà évoqué dans beaucoup de mes confs. De toute façon, c'est de la communication posturale et effectivement, bah, c'est des choses un peu toutes bêtes. Par exemple, un chien qui en en salle d'attente est en train d'aboyer sur les autres chiens. Il faut demander au propriétaire de se lever et de demander au chien de s'asseoir. Et le propriétaire doit se mettre face à son chien avec les autres chiens derrière lui. D'accord.
Si tu te mets face à ton chien, tu indiques à ton chien que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Ça, c'est de la communication posturale et c'est de la proxémie. Pareil, je le donne pas, enfin, je le dis pas mal aux étudiants qui viennent en médecine préventive. Quand vous voulez lire la puce d'un chien, le transpondeur électronique. Ça, c'est très anxiogène pour le chien parce que vous rapprochez un lecteur près de son cou et souvent ça l'angoisse beaucoup, c'est un objet qu'il ne connaît pas. Donc ça, vous pouvez le travailler en proxémie aussi. Moi, ce que je dis, c'est je demande aux gens de tenir leur chien parce que souvent, eux, ils sont très pacifistes, très passifs, c'est-à-dire qu'ils tiennent à peine leur chien, ils le laissent au bout de la laisse et toi tu dois te débrouiller avec en tant que vétérinaire. Donc ils doivent tenir leur chien, donc ils le tiennent. Moi, ce que je fais, c'est que je passe derrière le propriétaire, mais ça, il faudrait que je vous le montre en circonstances réelles en fait. Je passe derrière le propriétaire en fait. Donc vous avez votre propriétaire qui est là avec son chien. Donc le chien, il est de ce côté-là. Ok. Du coup, ce que je fais, c'est que je passe derrière le propriétaire ici, j'arrive derrière le chien. Si le propriétaire me laisse passer derrière lui, ça veut dire que pour le chien, je ne représente pas un danger. D'accord. Et ensuite, je viens me mettre, donc j'arrive par derrière le chien, ok, qui est là, c'est mon majeur. Okay, et je remonte le lecteur le long de l'animal et je remonte l'encolure et là je viens lire. Et en général, le chien ne bouge pas. Okay, ça, c'est de la proxémie aussi. Comment interpréter le fait qu'un chien se mette souvent au-dessus de ses congénères et attend, sans le monter? Est-ce qu'il y a une notion de dominance? C'est juste un toc. Non, c'est une menace. C'est clairement une menace. C'est des signaux de menace. Je me posais une question au sujet du lieu de couchage ou sa place. D'un côté, c'est l'endroit où il sait qu'il peut être tranquille, son petit coin où il est en sécurité, et d'un autre, c'est souvent là où on le renvoie en punition. Est-ce que ça ne peut pas être quelque chose de négatif alors que normalement c'est son espace? Donc quelque chose... Non, c'est très bien compris par les chiens, et là je vais te refaire un parallèle avec les enfants. Les enfants, quand ils sont punis dans leur chambre. Et ça pose pas de problème, ils comprennent très bien en fait que c'est aussi bien un endroit positif où on dort, et un endroit aussi de punition, d'isolement. D'accord. La punition, c'est pas le lieu, c'est l'isolement. D'accord. Donc le fait que tu le renvoies à sa place, tu le renvoies, en fait, tu coupes contact avec lui. Donc ça, c'est une punition. Et il se sent pas mal d'être dans son panier, il se sent mal de plus avoir de contact avec toi. Donc non, c'est pas mal vécu pour le chien. Pardon, mon chat est... Quoi? Alors, je me posais une question au sujet du lieu de couchage. Ah non, mais c'est bon, je l'ai déjà lu ça. Pardon. Un border hyper attentif à tout, à tendance anxieuse, qui essaye parfois de faire du chevauchement, ça peut être lié à la race ou c'est probablement lié à la sociopathie. Alors, un border, c'est déjà des chiens qui sont sensibles, c'est ce que je disais dans une des confs précédentes. C'est des chiens de berger et les chiens de berger sont sélectionnés sur une sensibilité particulière, une réactivité particulière. Donc, ils ont plus de tendance anxieuse. Mais par contre, est-ce qu'il y a une sociopathie derrière? Ça, je sais pas, puisque j'ai pas les signes cliniques, j'ai pas les symptômes, etc. Donc, je peux pas te dire. Ah, ok, c'est ton chat qui est passé dessus. Ok. Ce serait possible une conférence avec tous les signaux envoyés par le chien, par le chat et les signaux que le propriétaire envoie inconsciemment, consciemment. Oui, on peut se faire une petite session des signaux, ouais, des signaux de communication entre chien et propriétaire, chat et propriétaire. Est-ce qu'on envoie? Ouais, ouais, oui, on pourrait tout à fait. Ok, bah je vous laisse me poser une dernière question si vous voulez, et puis bah si c'est bon pour vous, de toute façon je vais vous remettre un petit message sur Facebook. Je pense que je ferai peut-être maintenant plus qu'une conf par semaine, parce que mine de rien ça me demande pas mal de temps de faire les PowerPoint, etc. Et donc du coup c'est parfois un peu compliqué d'avoir le temps de vous préparer quelque chose d'assez conséquent. Donc voilà, et je pensais donc effectivement faire une conf sur les chiens de catégorie, ça peut être intéressant notamment pour ceux qui commencent déjà à pratiquer, Euh, et une conf sur la médicalisation, puisque ça sera important aussi que vous appreniez que chaque pathologie n'a pas forcément un médicament associé, mais qu'il faut vraiment l'associer aussi à une clinique. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que c'est clair pour vous, que c'était très clair pour vous parce que c'est pas facile cette notion de dominance et surtout, en tout cas, je veux surtout pas entendre de coercitif. On n'est pas là pour taper les animaux, au contraire. Juste, est-ce que ce serait possible d'avoir le diapo sans la vidéo? Un grand merci. Oui, je vais essayer de vous envoyer les PPT dès que je peux.
Ouais, il y a beaucoup de sujets à aborder, donc effectivement, il faut beaucoup de confinement. Mais de toute façon, on est parti pour encore quelques temps de confinement, hein. Ça fait que 15 jours, et en 15 jours, je vous ai fait 3 confs, je crois. Donc on va rediscuter, je vais vous refaire de toute façon un petit sondage sur Facebook et on rediscutera des confs que vous voulez, mais il y en a déjà 4 là que vous aimeriez bien. Donc on va déjà essayer de faire tout ça et on essaiera d'en faire une sur la scasipathie aussi, chien-chat. Enfin des chats, pardon. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite une bonne soirée à tous.